Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Aujourd'hui Bien dans son job, on s'intéresse à 16 propositions pour faciliter la reconversion professionnelle. On en parlera avec Franck Morel, il est à la fois avocat en droit du travail mais aussi senior fellow à l'Institut Montaigne. C'est d'ailleurs un rapport issu des travaux de l'Institut Montaigne, on va le commenter avec lui dans quelques instants. Smart Philo, la spiritualité en entreprise, voilà un sujet de philosophie. De quoi parle-t-on précisément? On fera le point dans quelques instants avec Xavier Pavie, il est philosophe. Et puis dans le cercle RH, un grand entretien avec le président de la Fédération française du bâtiment. Il y a beaucoup de sujets évidemment, et notamment la crise ukrainienne qui est en train d'impacter la situation des artisans. On fera le point évidemment sur le niveau de recrutement justement dans ce secteur qui peine lui aussi à recruter. Et puis fenêtre sur l'emploi, on parlera avec Carole Bonnet, directrice adjointe des ressources humaines et transformation chez GRDF. Et bien du recrutement, oui, on parlera recrutement à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job. On va parler formation. Oh, que ce sujet est important. On en a parlé beaucoup à l'occasion évidemment de ce CPF qui a bien marché sur le plan en tout cas de la quantité, et on en parle avec Franck Morel. Bonjour Franck, avocat en droit du travail, cabinet Flichy-Granger. Et puis vous êtes venu avec votre casquette de senior fellow à l'Institut Montaigne qui sort, alors c'est très intéressant, 16 propositions pour faciliter les reconversions. Alors je précise quand même que vous parlez d'une fenêtre, de celle d'un spécialiste en droit du travail, parce que vous avez été conseiller du Premier ministre Édouard Philippe, et je crois que vous avez conseillé 5 ministres du Travail. Donc c'est un sujet évidemment que vous connaissez bien. D'abord, avant de parler de cette étude sur la reconversion professionnelle et l'avenir des collaborateurs, un petit mot quand même sur le CPF. Vous qui avez un regard très panoramique, c'était une réforme pour améliorer, fluidifier, créer une plateforme. Qu'est-ce que vous en tirez comme bilan de ce CPF? Ça a fonctionné ou pas? J'en tire un bilan, on va dire, nuancé. Un bilan nuancé, pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont fonctionné, et notamment l'aspect quantitatif que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que ça a ouvert la porte à une formidable appétence à l'accès à la formation, qui était une des raisons d'être d'ailleurs de la réforme. Ça fait des années que sont dans les tuyaux différentes formules, droit individuel à la formation, compte personnel de formation, le DIF devenu première CPF. Génération, voilà. Compte personnel de formation, deuxième génération, tel qu'issu de la réforme de 18, avec principal changement. 2018, c'est pas 14-18. C'est 2018. 2018, non, parce que l'impression que ça... c'est plus récent. Et donc, avec principaux changements de cette réforme de 18, s'agissant du CPF, la comptabilisation en euros des droits permettant d'utiliser donc le CPF, et la large facilité d'accès aux formations par les outils numériques et par le fait qu'il y a une liste fermée. Il y a un mais. Ça, c'est le positif. Mais comme vous le dites, il y a effectivement un mais. Et le mais, il a été souligné par les partenaires sociaux il n'y a pas longtemps de ça. Ils ont signé un accord cadre au mois d'octobre dernier, dans lequel ils mettaient en avant le fait qu'il était nécessaire de faire en sorte que les formations qui étaient utilisées, consommées par le biais du CPF, soient plus en lien avec les besoins de l'économie. Le problème, il est... C'est un des éléments d'ailleurs Absolument, c'est un des éléments phares de la note que vous avez mentionnée tout à l'heure, que je viens d'écrire pour le compte de l'Institut Montaigne. C'est le fait que c'est bien d'ouvrir très largement l'accès à la formation, mais c'est encore mieux de le faire pour des formations pour lesquelles il existe des débouchés, pour lesquelles il existe des besoins. Et je pense que l'étape qui doit s'ouvrir aujourd'hui devant nous, après cette première étape de open bar, on va dire, d'ouverture des portes, des fenêtres, qui était absolument indispensable, c'est une étape qui consiste à faire en sorte qu'on flèche beaucoup plus que ça n'était le cas auparavant, l'usage du CPF dans des secteurs sous tension, par exemple. Dans des secteurs où il y a des besoins. Proposition 6, c'est celle-ci, réorienter le recours au CPF vers des formations qualifiantes pour lesquelles des débouchés professionnels sont bien identifiés. Absolument. Il y a un autre volet que je trouve très intéressant dans les propositions, parce que finalement ce qui ressort dans ces 16 propositions, et j'irai dans la note globale, c'est que vous dites le CPF c'est bien, mais on peut aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Vous dites qu'il faut aussi améliorer le dialogue avec les partenaires sociaux. Alors, je me permets, c'est un des secteurs les plus complexes en termes d'acronymes, de sigles. Le CEP, les ECPI. Enfin, c'est un secteur éminemment complexe.
C'est un secteur éminemment complexe pour plein de raisons, parce que d'abord, il y a une quantité d'acteurs qui interviennent dans son secteur, qui ont tous des caractéristiques, des compétences différentes, il y a quantité de financements différents, il y a des circuits de financement, il y a des dispositifs différents, et tout ça participe à la complexité. Et ça fait des années qu'on dit qu'on va simplifier, qu'on va... Mais le CPF, il devait y contribuer. Alors le CPF, il y a un peu contribué quand même, il faut bien le dire, parce qu'on peut utiliser quand même assez aisément son CPF, et c'est très bien, il faut conserver cette aisance d'accès au CPF, mais ça reste encore assez compliqué du fait des caractéristiques que je viens de décrire, qui sont difficilement surmontables, parce que si un jour vous entendez quelqu'un vous expliquer qu'il va chanter tel ou tel acteur des circuits d'organisation de la formation professionnelle, je pense que ça sera assez compliqué à mettre en œuvre, parce que tous les acteurs ont leur légitimité en même temps. On n'a pas précisé, pour complexifier un peu les choses, qu'on est passé des OPCO, des OPCA aux OPCO. Absolument. On a concentré le nombre de structures capables, justement. On a réduit le nombre de structures. Voilà. On a réduit le nombre pour faire en sorte de sortir d'un défaut qui était assez traditionnel dans le monde de la formation. C'était ce que j'appellerais le silotage. C'est-à-dire que chacun est dans son couloir de nage, dans son secteur d'activité, et on gère difficilement les mobilités ou les transversalités. Et donc, la création des OPCO participait de cette volonté. Quelques mots quand même, je ne voudrais pas qu'on se quitte avant que vous l'ayez évoqué. L'idée quand même qui est finalement une vision assez sociale du système. Certains ont un CPF où ils ont 3 000, 4 000 euros, ils le voient, il suffit d'y accéder sur son site, mais ils n'en ont pas besoin. Vous dites, on pourrait aussi imaginer une ventilation que ces personnes, comme on peut le faire lorsqu'on fait un achat, et on consacre une partie de notre achat à une association ou à des personnes en ayant besoin. Ça, c'est une idée intéressante. Oui, c'est une des idées que je formule. Effectivement, je pense qu'on peut encore plus inciter les moins qualifiés d'entre nous à se former. Parce que la formation, le constat qui est malheureusement récurrent, c'est que ce sont ceux qui sont déjà les plus formés qui bénéficient le plus de l'accès à la formation. Et donc, il faut réorienter les fonds de la formation vers ceux qui en ont le plus besoin. Il y a plusieurs manières de faire. Il y a celle que vous avez citée, que je propose, c'est-à-dire permettre de faire des dons, un don de crédit CPF de personnes qui ne les utilisent pas vers des personnes qui, elles, en auront bien besoin parce que précisément, il y a un enjeu de formation à la clé les concernant. Et puis... Donc, excusez-moi, qui abonderait leur propre compte CPF. Qui abonderait le compte CPF des intéressés. Et puis, il faut aussi, sans doute, beaucoup plus mettre le paquet sur les crédits CPF des moins qualifiés. Après, si vous le permettez, je voudrais mettre l'accent sur une des propositions phares du rapport, qui me paraît importante, c'est ce que j'appelle l'amortissement fiscal. Alors, je vais expliquer ce que j'entends par cette expression. Un des enjeux en matière d'organisation des reconversions, c'est pas de dépenser plus, c'est de dépenser mieux. L'enjeu, c'est à peu près 1 milliard, les sommes qui sont consacrées à cette question, et on peut mieux utiliser ce milliard qui est dépensé. J'en ai formulé quelques orientations s'agissant du CPF, mais on peut aussi faire effet de levier, c'est-à-dire avec ce milliard faire en sorte de rendre plus utile encore les moyens qui sont levés notamment par les acteurs privés. Sur des formations de longue durée ? Sur des formations de longue durée en particulier, donc des formations de reconversion, puisqu'on ne se reconvertit pas, je vais y arriver, en l'employabilité, c'est-à-dire qu'on passe d'un métier à un autre. Absolument. Et l'idée est la suivante. L'idée est de dire, on est nombreux à penser que la formation est un investissement. Notamment, effectivement, les formations longues. Un investissement, quand vous investissez dans une machine, vous pouvez l'amortir. Vous pouvez étaler sur plusieurs années les sommes consacrées à l'achat de cette machine. Pas un salarié. Et vous ne pouvez pas le faire pour une formation. C'est vrai. Et donc, ce que je propose, c'est de permettre de le faire pour une formation, au moins sur le plan fiscal. C'est-à-dire de faire en sorte, pour le calcul des contributions fiscales, d'étaler sur plusieurs années les dépenses consacrées à la formation. C'est un levier important pour permettre aux acteurs privés de lever des moyens supplémentaires. Il y en a un autre, très vite. C'est la démarche contractuelle. C'est le fait, vous parliez tout à l'heure de PCI, les intercommunalités, les communautés de communes. On pourrait permettre aux collectivités locales, sur un bassin d'emploi, dès lors que sur ce bassin d'emploi, on identifie des enjeux particuliers de formation nécessaires, et donc de reconversion. Et donc bien évidemment de reconversion, parce que par exemple une activité spécifique va s'implanter, qu'on n'a pas les compétences. Les batteries dans le nord de la France, par exemple. Voilà, de lever des moyens financiers spécifiques pour ça, et de le faire dans le cadre d'une démarche contractuelle
avec l'État qui encouragerait, avec l'État et avec les collectivités, qui encouragerait cette levée de moyens supplémentaires. Quelques mots encore, parce que ça, je dirais, c'est un peu la méta-analyse de ces 16 propositions, qui est un rapport très détaillé, très travaillé. Est-ce que vous pensez qu'on doit un peu plus encore décentraliser ces questions, puisque vous l'évoquez, vous dites, finalement, tout ça dépend des bassins d'emploi, il y a des besoins qui sont différents d'une région à une autre, et beaucoup évoquaient même l'idée que Pôle emploi puisse finalement créer des micro-pôles emploi régionaux pour adapter les formations. Est-ce que vous y souscrivez ? Je ne suis pas sûr que la réponse soit dans un mécano institutionnel. Je pense que la réponse, elle est surtout dans la déclinaison entre le niveau national et le niveau local d'une démarche consistant au plan national à faire ce que j'appelle à mettre en place ce que j'appelle une démarche de GPEC de la nation, c'est-à-dire d'organiser la prévision de nos besoins et des moyens qui sont mis en face. Qu'on peut anticiper. Hein, on peut anticiper. Et puis ensuite, de descendre de plus en plus vers le terrain, vers le niveau local. Au plus près, et là, d'être beaucoup plus dans l'opérationnel. Alors, ça va se faire soit dans le cadre des compétences des différents acteurs, soit, et c'est ce que je propose, dans le cadre de démarches contractuelles qui peuvent être menées notamment avec les régions. Une chose est sûre, c'est que ces 16 propositions ont une vertu, c'est de dire, sans formation, on ne peut pas se reconvertir. On ne peut pas passer d'un métier à un autre, et c'est un sujet aujourd'hui d'actualité, passer du tertiaire à la tech, bien sûr, sans avoir suivi une formation. Et donc, peut-être s'appuyer sur les propositions de l'Institut Montaigne. Et donc, l'enjeu est essentiel. Vous avez un actif sur deux qui a engagé ou qui envisage une reconversion. Vous avez un certain nombre de métiers qui évoluent de manière assez considérable. Vous avez plein de métiers de demain qui n'existent pas aujourd'hui. Et qu'on ne connaît pas. Ouais. Vous avez un processus, alors c'est un peu tarte à la crème, mais c'est assez classique, mais ça existe, assez schumpeterien, de destruction créatrice, des métiers qui cessent d'exister, d'autres nouveaux qui vont se créer. Et il va falloir s'inscrire dans ce cadre-là. Et il va falloir mobiliser la formation à bon escient. Donc on n'est pas prêt, si je lis votre rapport, on n'est pas tout à fait prêt. On pourrait être plus prêt encore. Effectivement, en s'organisant mieux, en organisant mieux la levée des moyens financiers, en adaptant les dispositifs, en simplifiant parfois. Je vais vous prendre un exemple, le dispositif Transco qui existe depuis quelques mois, qui peine à décoller. Précisément parce qu'il souffre de cette maladie que l'on rencontre souvent dans le monde de la formation, qui est la complexité d'utilisation du dispositif. Donc on pourrait simplifier un certain nombre de choses dans le dispositif Transco. C'est une autre des propositions. 16 au total. Dernier mot, Franck Morel. Être pratique. Ça veut dire par exemple en matière d'outils de gestion des ressources humaines qui peuvent exister, faire en sorte qu'on utilise ces outils de manière pragmatique et non pour répondre à une démarche administrative, ce qui est malheureusement le cas sur les entretiens professionnels. Évidemment. C'est une autre des propositions que je formule, c'est de sortir de ça. Les premières propositions, tout rassembler finalement et de créer quelque chose de plus cohérent, notamment sur cette question des entretiens qui sont effectivement en silo. Oui. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Franck Morel. Avocat en droit du travail, on l'aura compris, cabinet Flichy-Granger, mais surtout senior fellow à l'Institut Montaigne. Ce rapport et l'analyse, évidemment, autour de cette question de reconversion à découvrir sur le site de l'Institut Montaigne. On va faire un peu de philo, tiens. Oui. On va parler philo, on va parler spiritualité en entreprise. On est un petit peu loin de la formation, mais on en parle tout de suite dans notre rubrique Smart Philo. Smart Philo, un thème de philosophie, tiens, très intéressant d'ailleurs, la spiritualité en entreprise, alors avec un point d'interrogation, parce qu'on se dit, tiens, est-ce que ce sont des faux amis? Et on en parle avec Xavier Pavie, philosophe, professeur à l'ESSEC Business School, et j'indique évidemment ce livre, Xavier, Exercice spirituel philosophique, une anthologie de l'Antiquité à nos jours, au PUF, il est sorti. Rappelez-vous, nous avions, je crois la dernière fois que la couverture, là le livre est vivant et évidemment à destination de tous les lecteurs. Xavier, la spiritualité, alors c'est un thème objectivement que j'avais jamais abordé, ni sur un plateau de télé d'ailleurs, ni dans la vie. Pourquoi on peut définir ça comme de la spiritualité? Comment vous définissez la spiritualité d'abord? Alors c'est intéressant cette introduction parce que en effet on n'en parle pas, pourtant elle est tout le temps présente. Nous avons en permanence notre spiritualité autour de nous et pourtant souvent on la cache. Parce que ça fait référence souvent à la religion. Et donc, on associe religion qui va être de l'ordre de l'intime à une spiritualité qui, pourtant, n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité a été annexée par la religion. Pendant très très longtemps, lorsque l'on parlait de spiritualité, on devait en référer aux autorités compétentes. Sinon, on était dans l'hérésie, évidemment. Or, pourtant, la spiritualité et la religion sont deux choses totalement différentes. Évidemment, il y a des liens. La spiritualité
est forcément liée à la question de l'homme. Comment je vais travailler sur moi, par exemple. La religion, c'est je me réfère à un dogme et à une certitude vis-à-vis du dogme. Et je m'y plie souvent. Et je m'y plie, puisque évidemment, il y a quelqu'un, quelque chose, Une force tout quelque là-haut. force qui va effectivement jouer sur cette dimension-là. La spiritualité, c'est pas ça. Et on pourrait dire que si la religion est toujours une spiritualité n'est pas toujours une religion. Clairement. Vous distinguez bien le religieux du spirituel. Juste d'un mot, parce que ce débat, nous l'avons eu il y a quelques temps sur ce plateau, la place du religieux dans l'entreprise, c'est plus compliqué, parce qu'il y a quand même des débats qui ont été liés au fait qu'on puisse exercer ou pas sa religion dans l'entreprise, et là, il y a des règles très précises. La spiritualité, je m'autorise, c'est très invisible, c'est très impalpable. La spiritualité, elle est impalpable, sauf si l'on pense à la spiritualité de l'homme, et dès lors, la notion de comportement. Comment est-ce que je me comporte ? Eh bien, quand vous pensez à votre comportement, à votre attitude, vous vous comportez en fonction du travail sur votre spiritualité. Ce que, par exemple, dans ce livre où, évidemment, Pierre Hadot avait mentionné ça il y a très longtemps, la notion d'exercice spirituel. Et cette dimension-là, c'est exercer sa spiritualité. Alors, évidemment, ça peut faire peur ou ça peut intimider, évidemment, mais il y a quelque chose de très palpable sur la façon avec laquelle je me comporte en fonction de ma spiritualité. Tiens, question au philosophe, la spiritualité, c'est une éthique en entreprise, c'est une manière d'être. Comment on peut la quantifier, la qualifier concrètement ? Non, je ne crois pas que ce soit une éthique, que ce soit l'exercice spirituel. L'exercice spirituel, c'est quelque chose d'assez défini. L'exercice spirituel, ça a été défini globalement, on va le dire, avec 3 écoles antiques. Les épicuriens, les stoïciens et les cyniques. De manière très claire. C'est un discours écrit ou oral, et ce discours écrit ou oral va être quelque chose que l'on va travailler sur soi en permanence, que l'on va se répéter, afin de pouvoir réussir à assurer un meilleur être, un mieux vivre. Je vais vous donner quelques exemples. Les stoïciens, la phrase très connue, que vous connaissez, je suis sûr Arnaud, il y a des choses qui dépendent de soi, des choses qui n'en dépendent pas. Ce sont les stoïciens. Si je vous réponds correctement à vos questions ou pas, ça dépend de moi. Si vous posez une question qui ne me convient pas, ou qui ne me convient pas, je ne peux pas m'énerver après moi, ni après vous, parce que ça ne dépend pas de moi. Ça, c'est une phrase, alors en l'occurrence, qui ramène à notre sujet, mais qui est très philosophique. Question de mantra que beaucoup de gens ont comme ça en bandoulière, de cette phrase que vous venez de citer. Bien sûr, ça dépend de moi, ça dépend pas de moi. Il y a des choses que je peux changer, des choses que je ne peux pas changer. On l'a en bandoulière, mais est-ce qu'on se l'applique ? Une autre phrase, par exemple, des épicuriens. Il y a des besoins naturels et nécessaires. Un besoin naturel et nécessaire, c'est, je vais vous donner quelque chose de très simple. De quoi ai-je besoin pour vivre ? De manger un peu, de boire un peu, de manière très simple. Je ne suis pas obligé d'aller dans un 3 étoiles Michelin. Mais c'est la même chose pour son salaire. C'est la même chose également pour son poste hiérarchique. C'est la même chose pour son pouvoir. Pourquoi est-ce que finalement, je vais chercher la gloire, le pouvoir, l'argent, toutes ces dimensions-là ? Ça, Arnaud, ça existe il y a 2500 ans. Il n'y a aucune différence de nos sociétés. Nous cherchions le pouvoir, la gloire, les empereurs, les rois, l'ensemble de ces personnes-là voulaient contrôler. Mais aujourd'hui en entreprise, c'est la même chose. Vous voulez la gloire, vous voulez plus de profit, on n'arrive pas à, attention, maîtriser ses passions. Eh bien, les exercices spirituels sont là pour nous aider à maîtriser nos passions. Et quand on se répète la phrase d'Épicure, il y a des besoins naturels et nécessaires, ils viennent en contradiction avec des besoins non naturels et non nécessaires. Donc ça veut dire que là, ça touche très concrètement à l'attitude que l'on peut avoir, donc en limitant ses passions, en ayant une forme de frugalité de ses désirs. C'est la version épicurienne. La version stoïcienne, c'était d'autres types d'exercices. Mais la version cynique... Et les cyniques, alors oui ? Alors, par exemple, ils prônent l'autosuffisance. L'autosuffisance, c'est « je ne vais pas dépendre des autres ». Donc, si en permanence, vous dépendez de ce que les autres peuvent dire, peuvent vous apporter, peuvent vous orienter, etc., vous allez devenir malheureux. La question est toujours comment je peux vivre le mieux possible. Vous évoquiez les philosophes antiques, ça c'est intéressant. Finalement, tout par deux, ils proposent finalement une forme de vérité universelle ? Oui, il y a clairement une vérité universelle. On peut parler d'exercice spirituel contemporain. La notion d'art, par exemple, a beaucoup été travaillée comme un exercice spirituel contemporain. Ça, c'est évidemment très récent dans notre espace. Exactement. La notion, avec Foucault, d'esthétique de l'existence, par exemple. La notion d'imagination, la notion d'usage du corps, également, pourrait être un exercice spirituel contemporain. Ces dimensions-là sont importantes. Elles sont plus contemporaines, je dirais plus contemporaines parce qu'on peut d'une certaine manière se rendre compte qu'elles étaient présentes dans l'Antiquité, mais l'espace contemporain les a remis au goût du jour, si l'on peut dire. Xavier, c'est une question, j'ai mis un peu de sourire, mais il y a rarement dans un entretien individuel ou un entretien de fin d'année, un manager ou un RH qui vous dit « je vais vous augmenter parce que vous avez été très spirituel ».
Ça arrive, vous pensez? Puis on n'est pas là, évidemment, pendant ces entretiens, mais ce n'est pas les mots qu'on utilise assez traditionnellement dans un entretien. Ce n'est pas les qualités qu'on met en avant pour être augmentées. Oui. Mais encore une fois, on utilise le mot spiritualité avec précaution, avec des pincettes, parce qu'on a peur de l'utiliser, parce qu'on le ramène à la religion. La question va être différente en se posant la question quelle était ton attitude? Quel a été ton comportement? Pour le dire autrement, on pourrait voir ça de deux manières. Ou bien vous avez la spiritualité au cœur de l'organisation. Vous avez, on en a déjà discuté ici, Auroville, cette communauté en Inde par exemple, Exactement. dans laquelle il y a des start-up, il y a des entreprises, très clairement. Mais la spiritualité est avant tout. L'autre voie pourrait être dire, la spiritualité n'est pas au cœur de l'organisation, mais au cœur des employés, des individus. Comment est-ce que vous vous comportez pour mieux vivre les choses? Et puis il y a celles qui n'en ont pas du tout. Eh bien, cette dimension-là, elle est fondamentale, parce que lorsque l'on parle de la question du sens, etc., ou l'entreprise peut vous la donner, ou alors vous la donnez à vous-même. Mais si elle n'existe ni dans un cas, ni dans un autre, vous vivrez moins bien. Donc il faudrait la faire venir ou l'inventer, quoi. La créer et s'exercer. L'exercer, c'est l'exercitium en latin, c'est-à-dire s'entraîner, travailler. L'exercice spirituel, je l'ai dit, c'est un discours, écrit ou oral, mais c'est également une pratique. Et c'est une pratique quotidienne. On dit toujours que c'est la théoria et la praxis. Et la théoria et la praxis, c'est l'avers et le revers d'une même pièce, et on doit pratiquer les deux. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet dont, reconnaissons-le, on ne parle pas, ou jamais d'ailleurs, pour les raisons que vous évoquiez, parce que ce mélange, cette ambiguïté entre religion et spiritualité, et ce n'est pas la même chose. Merci Xavier Pavie d'être venu nous rendre visite. Je rappelle votre livre Exercice, ça tombe très bien, Exercice spirituel, philosophique. C'est le thème que vous avez développé en partie dans cette chronique, une anthologie de l'Antiquité à nos jours. C'est sorti chez PUF, ça vient de sortir. On fait une courte pause, on va revenir à un sujet peut-être plus prosaïque, avec le président de la Fédération française du bâtiment, la situation du secteur, tant sur le plan des recrutements, mais sur la réalité quotidienne de cette crise et cette guerre en Ukraine, qui va impacter et qui impacte déjà les artisans. On va en parler avec son président juste après la pause. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec le président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Saleron. Merci d'être avec nous parce que la période est tourmentée, évidemment. On va parler recrutement, évidemment, vos difficultés en termes de recrutement, mais commençons immédiatement par des sujets concrets qui impactent directement le secteur du bâtiment, cette crise en Ukraine. Il y a un double effet qui est évidemment difficile à gérer. Je pense notamment aux artisans, je pense aux entreprises du BTP. Presque un doublement du prix du gazole, évidemment ça c'est compliqué, et en plus, et tout ça avait démarré pendant la crise Covid, c'est pas que la crise ukrainienne, un enchérissement des prix des matières premières, de l'acier plus 90%, de l'ensemble des matières premières quand on fait un immeuble. Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous dites aujourd'hui, il y avait le président du MEDEF qui était sur une chaîne concurrente hier, qui dit il va peut-être falloir repasser à du chômage partiel, à des aides. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là aujourd'hui? Bonjour. D'abord, bonjour. Bonjour. Oui, on est sur cette ligne-là. C'est vrai qu'après avoir subi deux crises majeures, le Covid, la pandémie, et l'année dernière, vous venez de le dire, la hausse subite des matériaux de jusqu'à 90% l'acier, mais je pourrais dire 200-300% au niveau du bois. L'aluminium, j'oublie, pour les structures, voilà, tout. On peut y aller, on peut même mettre la peinture à plus 35% l'année dernière. Ensuite, en début d'hiver, au mois d'octobre, on a vécu la crise de l'énergie aussi. Puisque, en fait, pourquoi? Parce qu'il y a une surchauffe de l'économie mondiale, tout le monde a bien relancé, tout le monde a bien repris en même temps. C'était pas encore la crise ukrainienne, hein, c'était déjà là. Je n'y suis toujours pas. On n'y est pas là. Je ne suis pas 15 jours en avant. Je veux dire, là-dessus, déjà, les entreprises fragilisées. Aujourd'hui, la troisième lame, c'est quoi? C'est ça. On remet exactement les mêmes problèmes qu'il y a un an. La crise de l'énergie. On sait très bien ce qui se passe, le gaz russe, etc. Mais tout est indexé sur le gaz, même l'électricité en France, vous le savez. Donc là-dessus, oui. Crise de l'énergie, l'essence pour nos salariés, pour nos entreprises. 80% de vos salariés et des salariés viennent en voiture. Hein. Et évident, et pour nos entreprises aussi, parce qu'on se déplace et on utilise beaucoup d'essence. Ça dépend des secteurs, mais en tout cas beaucoup. Mais la crise de l'énergie, elle est bien plus grave. Elle est pour nos fournisseurs, pour nos producteurs. Parce qu'aujourd'hui, l'acier, effectivement, on parle plutôt de pénurie, mais la première crise, c'est l'énergie. Pourquoi? Pour chauffer des tuiles, pour chauffer des briques, pour chauffer du carrelage. Donc il y a une explosion des prix au niveau de ces produits-là, j'allais dire basiques.
Et la pénurie, et là c'est encore plus important, c'est tout ce qui est acier, donc treillis soudé, pour faire du béton armé, Évidemment. pour faire un bâtiment, Quand on met les structures du bâtiment, pour faire un plancher, Bah quand oui. on a 2-3 planchers, pour faire un pilier, une colonne, on est mais obligé c'est ferré. d'armer. Donc tout ça venait beaucoup aussi, Russie, Ukraine, en passant par certains pays européens. un gros fournisseur d'acier, hein, l'Ukraine. hein. Et aujourd'hui, on a de grosses tensions, non seulement sur le prix, mais aussi des pénuries qui sont peut-être annoncées à 3 semaines. Donc, vous voyez, les stocks étant plus que réduits aujourd'hui, hein, l'économie mondiale est un petit peu comme ça. Donc, le problème risque d'arriver avant la fin du mois d'avril. Avant de parler des collaborateurs et des entreprises, parce que vous craignez des problèmes de trésorerie, les carnets de commandes étaient très hauts. On va y revenir, parce que les artisans, les entreprises du BTP tournaient à plein régime. Est-ce que vous avez des rencontres avec le gouvernement, avec Elisabeth Borne? Est-ce que vous êtes en train de structurer, je dirais, un discours commun avec d'autres secteurs pour dire il va être très urgent de nous aider? Bien sûr. Alors déjà, ça fait 2 ans, moi, à chaque fois, je fais le tour, évidemment, des gouvernants, puisque le bâtiment, le logement, la rénovation énergétique, c'est encore une variable d'ajustement et pas considérée par tout le monde comme une force économique qui peut monter jusqu'à 7, 8, 9, 10% du PIB. Du PIB, ouais. Et si je compte les industriels de la filière construction, C'est beaucoup on est à plus. 15 ou 20 ou plus. Voilà. J'aimerais bien entendre... Alors, je fais une aparté, j'aimerais bien entendre dans la bouche de tous les candidats à l'élection présidentielle que le bâtiment est une force économique, comme l'est évidemment l'agriculture, comme l'est l'industrie, les services, etc. Vous avez l'impression d'être un peu oublié? On l'a beaucoup dit, alors à force de le dire, on y pense. Quand je regarde les débats des candidats à la présidentielle, ils n'ont pas tous ce mot-là. On parle beaucoup, et heureusement, de construire plus durable. Ça, c'est clair, on sait le faire, avec des matériaux biosourcés. Je fais une parenthèse, mais vous avez été un peu agacé par les réglementations 2020 qui créent des surcoûts et qui, par ailleurs, pour des raisons écologiques, créent des surcoûts, pas toujours d'ailleurs répercutables sur le client. Et imposer des choses techniques quand on n'est pas, écouté pendant des mois et des mois avec nos calculs à nous qui se sont avérés justes, oui, c'est un petit peu agaçant, mais on a réussi à avoir 6 mois de plus pour se mettre en phase au niveau des chiffres et des nombres avec le gouvernement, et là on y va. Mais c'est pareil, hein, on a 300 000 à 400 000 personnes à reformer, à réorienter dans nos structures. Mais ce qu'on savait faire il y a 20 ans, c'est plus. Mais on va y arriver parce que le bâtiment l'a montré, le bâtiment le montre encore. Voilà, on est agile. La crise, finalement, le secteur du bâtiment l'a passé peut-être avec les secteurs les plus aisés, les plus faciles, le plus facilement. Je leur dis, Olivier Saleron, c'est intéressant quand même d'entendre ce paradoxe. On évoque des risques de pénurie, c'est ce que vous évoquez à 3 semaines, donc c'est quand même demain. Et en même temps, les carnets de commandes, il suffit d'essayer de contacter un artisan pour des travaux, il vous dit, écoutez, ça sera 2023, peut-être fin 2023. C'est-à-dire que les carnets de commandes étaient pleins ras-bord. Ouais, alors il ne faut pas aller jusque-là parce que la moyenne... J'exagère ou pas? Oui. Ah, j'exagère un peu. Vous avez beaucoup. La moyenne des artisans, c'est plutôt à peu près 4-5 mois qui est un bon carnet de commandes. Et les entreprises, allez, un peu plus structurées, c'est de 9 à 10-12 mois en moyenne. Ce qui est très bien parce que, oui, franchement, c'est le niveau haut des 30 dernières années, donc c'est excellent. Et heureusement qu'il y a du marché. Parce que vu tout ce qu'on a vécu comme barrières les unes après les autres qu'il a fallu enjamber, le Covid, la crise des matériaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, les crises de l'énergie et maintenant la crise ukrainienne, oui, il faut que justement les entreprises aient du marché pour pouvoir avancer. Mais attention... Là, il y avait du marché. La croissance, vous avez vu, la Banque de France n'arrive pas encore à trancher sur les deux estimations, 2,8 ou 3,4. Ça baisse, mais avec l'option 2,8, c'est une croissance finalement qui se ralentit plus rapidement qu'imaginé. Crise ukrainienne arrivant évidemment. Bien sûr, de toute manière, on pensait nous rattraper l'année 2019, là au premier semestre 2022. Ça va être compliqué. Je ne dis pas que ça va être raté. J'espère, moi, comme tout le monde, que la guerre en Ukraine s'arrête ce soir, évidemment. On l'espère tous, ouais. On réussira à pallier tous les problèmes qu'il y a pu y avoir. Et puis peut-être qu'aussi le continent européen, la France en particulier, va trouver des solutions alternatives pour la fourniture. D'autres sourcing, ouais, forcément. Reproduire en France, certes, mais aussi d'autres sourcing avec des pays voisins. Plus cher, disons. Hein. Ouais, plus cher, mais plutôt fiable. Plus fiable aussi. Donc je crois que ça sera malheureusement une leçon aussi pour l'avenir.
quoi qu'il se passe au niveau de la guerre ukrainienne, mais évidemment, on veut que ça, pour l'économie et pour l'humanité, vraiment, on espère que ça s'arrête très vite. Une double question technique qui concerne à la fois les entreprises, mais aussi les citoyens, qui sont d'ailleurs des salariés. Est-ce que vos entrepreneurs du réseau FFB disent on n'a plus le choix, il faudra à minima augmenter de plus 20, de plus 15 les factures, puisque de toute façon, on a des surcoûts colossaux. Vous en êtes où là sur cette question-là? Parce que ça revient à dire au gouvernement, aidez-nous, parce que si vous ne nous aidez pas, c'est plus 20, c'est plus 30 sur la facture. Enfin, je veux dire, c'est un sujet quand même. Bien sûr, alors aidez-nous à voter des lois qui nous permettent de vendre, ou en tout cas de revaloriser nos prix en cours de chantier. Ça s'appelle chez nous les indices du bâtiment. Ça permet qu'une fois que les matières premières sont en croissance très forte, on puisse aussi donner la facture finale. Alors que ce soit un acheteur public, que ce soit les collectivités locales, les mairies, les communautés de communes, etc., mais aussi tout ce qui est bailleurs sociaux, les gens qui font des logements, et à terme, les particuliers et le privé. Vous savez, quand un artisan de chez nous, un entrepreneur, va voir son client, lui dit « Écoutez, vous m'avez signé le devis il y a 3 mois, ma chaudière a augmenté de 18%, écoutez, je ne peux pas vous faire les travaux, ça va être compliqué, est-ce qu'on peut regarder ?» Et on fait un pas l'un vers l'autre. Moyennant une documentation précise, eh bien, nos clients le comprennent. Nos clients regardent les émissions, non pas spécialisées aussi, mais toutes les émissions. Et on voit bien que depuis 1 an, au niveau de l'augmentation des prix, eh bien, voilà, c'est vraiment la catastrophe. On va parler du recrutement parce que ça, c'est un sujet sensible, parce que indépendamment de cette crise, je leur dis, les carnets de commandes étaient hauts et la pénurie de recrutement était là. Mais juste un mot et un dernier sur la situation de vos entreprises. Elles sont vraiment touchées de plein fouet, on vient de l'évoquer sur les hausses de prix, carburant, énergie, matières premières, et au même moment, mars 2022, il faut commencer à payer les PGE. Qu'est-ce que vous dites au gouvernement aujourd'hui? Alors nous, on a été toujours clair, les PGE, d'autant plus au niveau du bâtiment, par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière, et donc renchéri avec cette crise ukrainienne, cette guerre en Ukraine, il faut les prolonger. Nous, on n'a pas le choix. Alors, là, vous n'avez pas le choix, là. Non, parce que ça met en péril les entreprises. Là. Bruno Le Maire vendredi après-midi. Hier matin, j'étais à Matignon. Ce matin, j'étais à Bercy avec tous les ministères. Qu'est-ce qu'on vous répond? On me dit, par rapport à toutes les propositions de la FFB, Monsieur le Président, il y en a peut-être une qui va être difficile à tenir. C'est la baisse de TVA sur tout ce qui est essence, etc. Mais le reste, vous allez être enfin prévu dans ce plan de résilience. On ne parlait pas du bâtiment il y a encore 15 jours. Vous n'étiez pas dans la liste. J'espère qu'on va en parler, on me l'a promis demain, donc on va regarder ça. Donc dans une sorte de quoi qu'il en coûte c'est pas quoi qu'il en coûte, parce que nous, ce que l'on demande, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites pour le gouvernement. Il y a des choses qui... le PGE, vous le repoussez quoi, d'un an? Ça coûte quoi? La garantie. Mais est-ce que, quelque part, toutes les entreprises qui vont prolonger le PGE vont fondre les plombs? Non. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. On demande des choses très simples. La réactivation des cellules de crise spéciales BTP dans tous les départements gérés par le préfet. C'est gratuit. Eh bien, il faut le faire. Ça consiste en quoi, d'ailleurs, la cellule de crise? Fluidifier tous les acteurs économiques autour du BTP, la filière, la construction, en amont, les producteurs, les distributeurs, les entreprises, et ensuite les clients ou les maîtres d'ouvrage. Voilà, toutes ces fluidifications qui ont eu lieu l'année 2020 post-Covid ont fonctionné et ont, je vous dis, et ont préservé des entreprises par centaines, par milliers. Toutes ces choses-là, il faut les refaire. Et les PGE, il faut les prolonger. Un dernier mot sur les entreprises. Pour l'instant, vous avez, j'imagine, des capteurs partout en France. La Fédération française du bâtiment est partout en France. Vous avez des indicateurs de mauvaise santé d'entreprise où vos membres disent on va courber les chines et ça passe. Par rapport à tout ce qu'on a demandé en 2020 et malgré l'arrêt d'1 mois et demi de production, moins 15%, les entreprises s'en sont bien sorties. On a eu les mesures qui ont été données, chômage partiel, etc. Chômage partiel que l'on redemande éventuellement. Ah là, vous le redemandez, c'était ma question. Alors, bien sûr, avec l'éventuel toujours. S'il y a des pénuries sur chantier, de briques, le chantier est arrêté. De tuiles, de béton armé, donc on ne peut pas faire de bâtiment. Si c'est une raison fiable, certaine... Donc là, chômage partiel. Évidemment, pris à 100%. Pris en charge par le gouvernement. Pris à 100%. Ça a été validé auprès Non, c'est pas validé. On est d'accord, vous le demandez. On le demande. Et nous, c'est toujours éventuel. On ne demande pas quelque chose si on n'est pas au fond du trou, au fond de la piscine. Ce que l'on veut, nous, c'est prévoir. Si jamais il se passe des choses que l'on peut... Ça va arriver, hein. Eh bien, j'espère que non. J'espère que tout va... en tout cas, que cette crise va s'atténuer et qu'on va trouver des alternatives. Et ça, c'est le plus important.
voyez, nos demandes ne sont pas extrêmement coûteuses pour le budget de la France, comme le carry-back. Le carry-back, c'est rembourser immédiatement des acomptes d'impôts sociétés que l'on a payés à N-1. Ça, alors, c'est vrai que l'État les a encaissés, qu'il faut qu'il les décaisse. Mais c'est l'argent des entreprises. Bah, évidemment. C'est le dû. Donc, au lieu de les lisser sur les 2-3 prochaines années, on demande qu'ils soient payés tout de suite. C'est l'argent des entreprises. Donc là-dessus, on est bien clair. On ne demande rien, on ne fait pas l'aumône ni autre chose. En tout cas, pas de réponse pour l'instant sur tous les sujets. Non. Encore que pour la question du PGE, vous nous confirmez que le gouvernement réfléchit à le repousser un peu plus encore. J'ai l'impression que ça foisonne un petit peu dans ce milieu-là. Alors parlons recrutement parce que mettons de côté cette guerre en Ukraine qui est dramatique. Vous aviez déjà de grandes difficultés à recruter. Alors sur le bassin Île-de-France, si mon chiffre est bon, c'est 100 000. Il y a une pénurie de 100 000 personnes. Donc vous cherchez 100 000 collaborateurs. D'abord, comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui fait que votre secteur, métier difficile, métier peu attractif, comment vous l'expliquez? Non, pas du tout. C'est qu'on est en surchauffe. On a réussi la reprise, on a réussi la relance. Et les 100 000, alors, je veux dire, en région parisienne... C'est pour répondre au carnet, oui, quoi. Bien sûr, c'est une évaluation. En tout cas, ce que l'on a fait, c'est qu'on a embauché 70 000 personnes de plus, de salariés de plus, depuis 1 an et demi, depuis le Covid. Ce qui veut dire qu'on les a trouvés. Ça fait 4 ans qu'on forme des apprentis avec un taux d'augmentation à 2 chiffres, à plus de 10%, entre 10 et 16%. Ça a bien marché, les apprentis, là, hein, dans le BTP et dans d'autres secteurs, d'ailleurs. Très bien marché. On a aussi, et ça, parce qu'on a travaillé, depuis un peu plus d'1 an, on a un référent BTP dans chaque agence Pôle emploi. Il fallait y penser. Ça ne coûte pas plus cher à Pôle emploi. Donc quelqu'un qui a des compétences, parce qu'il faut avoir quelques compétences quand même. Bien sûr. On est d'accord. Et nous, on est prêt à le former. Savoir de quoi il parle, quoi. Dans tous les départements, on a des agences avec plusieurs salariés dans chaque département. On forme, on a des relations avec eux. On a pratiquement 10 000 personnes de plus qui sont rentrées dans le bâtiment. Pas que ça, on a fait aussi notre opération. Les 15 000 bâtisseurs, c'est aller chercher les jeunes et les moins jeunes dans les quartiers difficiles de la ville. Écoutez, on doit signer avec le gouvernement là, on avait dit 1 an et demi. Au bout d'1 an à peine, on est à 24 000. C'est pas nous qui le disons. C'est les chiffres de Pôle emploi, des missions locales, des GEC, etc., qui nous disent le bâtiment, vous avez embauché 24 000 personnes de plus qui viennent des quartiers prioritaires. Mais ça, parce qu'on se bouge. En allant les chercher. Parce qu'on se bouge. C'est pour ça que ça marche. 2 questions qui sont là vraiment liées à la campagne présidentielle, mais qui sont directement liées à la notion de recrutement et de salariés et de départ à la retraite. Commençons par la retraite. La retraite à 65 ans, puisque c'est une ligne qui a été fixée par le président Macron, lui-même candidat, repris d'ailleurs par d'autres candidats, d'autres sont sur la ligne des 60 ans. Quand on regarde certains métiers qui sont pour certains pénibles, on sait très bien qu'un salarié du BTP qui est sur les chantiers ne peut pas travailler jusqu'à 65 ans. Comment on fait là? Comment on propose à des collaborateurs dans des équipes de pouvoir les ventiler? C'est compliqué pour une entreprise moyenne du BTP. Je veux dire, si la personne est plâtrier, maçon, carreleur, plaquiste, vous pouvez difficilement le remettre dans les bureaux sur ces 10 dernières années. C'est pas possible. Bien sûr, on sait que nos métiers sont physiques, sont de moins en moins difficiles. Aidés par des machines, bien sûr. Aidés par des machines. D'ailleurs, on accueille de plus en plus de femmes dans nos métiers, même si on n'est pas au niveau de la parité, et loin de là, mais on y travaille. Non, mais cette règle à 65 ans, vous dites, qu'est-ce que vous dites, vous, la FFB? J'y reviens, vous voyez, les métiers difficiles et les métiers physiques. Il va falloir aménager, et ça a toujours été ça, que nos personnes qui ont des carrières longues et qui ont un ouvrier, un technicien, il a commencé sa 15 ans, 16 ans en alternance sur chantier à 15 ans et demi, 16 ans. Donc il est totalement illogique qu'un gamin, une gamine comme ça qui a commencé à 15 ans et demi finisse à 65 ans, dans 50 ans après, dans ces métiers-là. Donc oui, il va falloir trouver des aménagements pour les carrières longues, qu'au bout de tant d'années, je ne me présente pas à la présidence... Ça, c'est l'information, Olivier Savant. C'est une info, oui. D'accord. Mais voilà, mais qui puisse partir évidemment beaucoup plus tôt, mais que c'est un vrai que la retraite reste comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle soit mutualisée avec tous les autres secteurs, parce que le secteur simple du bâtiment ne pourrait pas payer, sauf à augmenter évidemment énormément les cotisations. C'est complexe. Des salariés et du côté patronal pour pouvoir partir un peu plus tôt. Donc c'est clair. Je crois que
Tout le monde est en train de le proposer, le candidat Macron aussi, les autres candidats pareil, j'ai l'impression que c'est à peu près cette chose-là. Donc 65 ans pour les métiers où il est possible de travailler jusqu'à 65 ans, et pour votre secteur, pour certains métiers, il faut repenser on les reventile à travers une formation, ce serait quoi l'idée? Alors, ça peut être aussi un entretien à mi-parcours ou vers la fin de parcours, mais en tout cas... Donc, tu veux aller où? Tu veux faire quoi? C'est quoi ton... Voilà, mais en tout cas, qu'il y ait un médecin qui tranche. Donc ça, c'est aussi à voir. Nous, on a des médecins formidables qui sont spécialisés dans le BTP. On a des services interprofessionnels du travail, mais des spécialités au niveau du BTP. On a l'OPP-BTP aussi, qui est notre organisme de prévention. Et je pense en bonne intelligence, en voyant tout simplement, en faisant des analyses à nos salariés, on pourrait savoir à quel âge ils peuvent partir. Et nous, vous savez, à 60 ans, la plupart, ils auront déjà fait plus de 40 ans de carrière. Ils ont fait leurs fameuses annuités, puisqu'on est passé à 42 ou 43. C'est ça. Donc, ces personnes ont le droit de souffler, parce que c'est vrai que ce sont des personnes qui... Si elles le veulent. Vous savez, vous avez des métiers de techniciens qui sont physiques aussi, mais peut-être, voilà, et certains, s'ils veulent prolonger un petit peu, ils le pourront. Mais ça, c'est à discrétion du collaborateur qui Exactement. peut prolonger s'il le souhaite. Un sujet, alors, vous avez quand même beaucoup de dossiers sur la table pour le nouveau président de la République. Il y a quelques sujets quand même qui l'attendent du côté du BTP. Un sujet sur le recrutement. Pénurie de recrutement parce que vous nous dites qu'il y a une surchauffe. On peine à recruter parce que c'est pas si simple d'aller chercher des collaborateurs. Vous dites quand même il y a un peu d'hypocrisie autour des réfugiés. Alors je pense aux réfugiés ukrainiens, d'ailleurs dont on nous dit depuis aujourd'hui qu'il ne faut pas dire réfugiés puisque c'est un statut très particulier avec des papiers. Mais vous dites on pourrait peut-être accélérer les visas, permettre à des salariés qui sont sur nos chantiers, qui sont dans des visas provisoires, de faciliter quand même l'obtention de ces visas, parce que vous en avez besoin de ces collaborateurs d'origine étrangère ou étrangers d'ailleurs. Écoutez, il y a de l'hypocrisie sur le sujet. Bien sûr, je vous parlais tout à l'heure de l'opération 15 000 bâtisseurs. Sur les 24 000, il y a 1500 jeunes réfugiés en situation régulière qui ont obtenu un contrat. Bien sûr, mais ça fait des millénaires que le bâtiment accueille des personnes... Les Italiens. Des réfugiés comme on veut, mais bien sûr, on a tous des noms à consonance italienne, espagnole ou quoi. Beaucoup, Voilà, évidemment. Eh bien, c'est une fierté que le bâtiment ait pu intégrer toutes ces populations, toutes ces familles-là. Mais vous trouvez que le gouvernement ne va pas assez loin pour des raisons qui sont évidemment liées à des situations politiques, des tensions sur cette question? Parce qu'après tout, on pourrait ouvrir la vanne. C'est très très bien encadré au niveau européen. Je veux dire, la situation des travailleurs européens, le travail légal, il existe. Travailleurs dits détachés. Les travailleurs détachés, c'est pas un très beau mot, mais bon. C'est très moche, c'est vrai. Il va falloir qu'on trouve autre chose. Mais voilà, en européen, on travaille. Et tout le monde en est d'accord d'ailleurs. Mais ce que vous disent vos adhérents, c'est... Au niveau ukrainien, je suis allé en Ukraine il y a une petite dizaine d'années. Il y a des gens formidables. J'ai visité des chantiers formidables, des soudeurs hors pair, des gens, je veux dire, de bon niveau, de tout niveau. Et on en cherche des soudeurs. De tout niveau, de la maison individuelle, de la rénovation, mais aussi il y a là-bas, il y a des tours d'acier et de verre, donc une compétence, une expertise qui est validée. Mais bien sûr, si on peut les accueillir et si ils veulent... alors aujourd'hui, on sait très bien que les hommes de plus de 18 ans sont bloqués dans leur pays. Clairement. Quelques hommes ont réussi à passer, mais très peu. Bien sûr. Et ensuite, vous avez des jeunes, 15, 16, 17 ans, jusqu'à 18 ans. Ces jeunes-là, peut-être qu'ils vont s'éclater dans un métier du bâtiment, mais aussi techniciens. Mais pourquoi pas ingénieurs? Pourquoi pas les intégrer aussi dans des écoles? Parce que, évidemment, les Ukrainiens, c'est les champions, vous savez, de l'informatique. Bien sûr. Avec la une intelligence hors pair. Bien sûr. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire parce que c'est la vérité. Donc, oui, bien sûr qu'on a besoin de compétences comme ça. Et je vous dis, si le marché du travail chez nous est bloqué, oui, les réfugiés, ou en tout cas les familles et les jeunes et moins jeunes qui arriveraient dans notre pays, nous sommes capables de les intégrer et avec grand plaisir. Et leur permettre de pouvoir accéder à un métier le jour où ils repartiront chez eux, parce que sans cynisme aucun, il va falloir reconstruire aussi. Exactement. Alors je ne parlerai pas de ça, mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Un jour ou l'autre, il faudra rebâtir. Aujourd'hui, quand on voit les images, c'est dramatique. Et un jour ou l'autre, eh bien, justement, ils reviendront retravailler chez eux pour rénover et reconstruire leur pays. Oui, en espérant que le peuple ukrainien ait résisté à la force russe. Un dernier mot avant de nous quitter, il est important, on l'a évoqué tout à l'heure, mais on est aujourd'hui engagé sur la lutte contre le réchauffement climatique et évidemment tous les acteurs du bâtiment le sont.
ça a quand même posé quelques problèmes. Vous avez dit on a gagné 6 mois, on a réussi à se mettre d'accord parce que les règles qu'on vous imposait et la formation des collaborateurs, de ceux qui sont sur les chantiers, n'étaient pas toujours formés à former des bâtiments basse consommation parce qu'ils n'avaient pas les compétences. On en est où là? Est-ce qu'on est aujourd'hui? Est-ce que vous, votre secteur, est en ligne pour dire on a les bons matériaux, on a les collaborateurs et on est prêt à proposer des bâtiments basse consommation qui permettent de moins consommer d'énergie? C'est pas que les salariés n'étaient pas formés à la basse consommation, hein, parce que d'installer des briques avec une autre brique ou isolement extérieur, 2 cm de plus, ça n'a rien à voir. Hein. C'est simplement, si on veut construire plus en bois, eh bien, si on construit un peu moins en béton et en acier, différent. Il faudra changer de métier. Mais ça, c'est à horizon 20 ans, 30 ans. On n'y est pas encore là. On n'y est pas encore, mais il faut se préparer dans la tête aussi. Bien qu'on fasse aujourd'hui du béton très basse consommation, du béton vert, etc., on voulait éradiquer le gaz, mais c'est autre chose sur l'énergie. Eh bien, on sait faire des méthaniseurs et du gaz beaucoup plus vert. Donc là-dessus, on va être prêt. Donc il reste une toute faible part. Il n'y a aucun souci. Le seul problème, c'est que quand on sort des lois, au lieu que ça reste dans les niveaux supérieurs des technos, il faut venir voir des gens comme nous, comme moi, des gens qui ont les pieds dans le ciment ou dans la poussière de chantier pour dire ça fonctionne, ça fonctionnera pas. Et ensuite, il faut faire le tour pour voir si nos concitoyens veulent être logés dans des logements collectifs ou s'ils préfèrent quelquefois des maisons individuelles. Ouais, là, vous soulevez un sujet, on n'a plus le temps, mais un vrai sujet de société, parce que globalement, on nous dit quand même que si on veut réduire notre empreinte, il faut construire en hauteur. Et la plupart des Français, des primo-accédants, comme on les appelle, veulent avoir un pavillon individuel. Ça va se compliquer, ça aussi. Bien sûr, mais la première des choses, c'est construire plus durable, avec des consommations quasiment à zéro. Et le marché des 30 prochaines années, tout le monde le sait, tous les candidats l'ont dit, certains l'appellent la rénovation thermique, je l'appelle la rénovation ça fait 20 ans qu'on en parle, Olivier Saleron. Énergétique. Là, on met des milliards, on en a mis 2, il en faudrait 3 fois plus, j'espère que ça va se faire. Mais en tout cas, c'est que pour nos concitoyens, et un pouvoir d'achat qui augmente, c'est quoi? Simplement, en baissant la facture énergétique. Tout le monde l'a compris, tout le monde est chauffé à l'électricité, au bois, ça va devenir très problématique d'ailleurs. Au fuel. Ça remonte à la loi Duflot, vous vous rappelez, qui avait lancé un grand plan qui finalement n'a pas abouti. On va y arriver parce que là, il y a une prise de conscience collective. Les alertes sur la planète sont très fortes. Oui, le bâtiment va sauver la planète. Le bâtiment va, tout va, c'est ça? On termine comme ça? Exactement. Il ne va pas si bien, mais il ne va pas si mal. Et le bâtiment va entraîner le reste de l'économie. C'est un secteur, vous le disiez, qui compte et qui peut ramener plus de 10 points de PIB à notre économie. Vous avez quelques dossiers en souffrance, comme on dit, sur le bureau de Bruno Le Maire, j'imagine, puisque c'est lui qui traite ces dossiers avec vous. Olivier Saleron, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, président de la Fédération française du bâtiment, vous-même chef d'entreprise. Bien sûr, je suis le premier chauffagiste avant tout. C'est ça, vous êtes chauffagiste. Oui. Parce que dans quelle région? À Périgueux, en Périgord. Ouais, vous avez une petite pointe d'accent. Pas du tout. Non, pas du tout, pas d'accent. Merci Olivier Saleron en tout cas d'être venu nous rendre visite. Vous allez voir à la rubrique suivante dans Fenêtre sur l'emploi, on parle de GRDF, du gaz justement. GRDF qui recrute et on accueille notre invité tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on parle d'énergie. On vient d'en parler avec notre invité, le président de la Fédération française du bâtiment. Et on en parle avec Carole Bonnet, directrice adjointe ressources humaines et transformation chez GRDF, alors qu'elle est le principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France. Vous distribuez, alors peut-être que je me trompe, mais c'est 11 millions 11 millions de clients sur tout le territoire français. Sur l'ensemble du territoire. Évidemment, c'est vital. C'est une énergie qui est importante. Vous êtes venu nous parler de l'alternance. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on a lancé notre campagne d'alternance 2022 du côté de GRDF et on a une offre de 500 emplois en alternance à pourvoir sur l'ensemble du territoire français. Alternance, concrètement, vous cherchez quoi? C'est quel type de poste? Comment ça marche? Alors, on a une offre très large. On s'adresse du niveau Bac Pro jusqu'au niveau Bac plus 5, comme je le disais, sur l'ensemble du territoire. Et on est à la fois sur du cœur de métier, donc des métiers techniques, de technicien gaz, de chargé d'affaires de travaux, mais aussi sur des fonctions plus support, des chargés de communication, des assistants RH, et puis d'autres métiers dans le domaine de l'informatique et des télécoms. Concrètement, ce métier est attractif encore parce qu'il y a
quasiment tous ceux qui viennent nous voir des DRH, vous faites partie d'un pôle RH chez GRDF et d'autres secteurs, nous disent, nous on galère pour recruter, notre secteur n'est plus attractif. Qu'est-ce qui donne envie à un jeune, une jeune fille, un jeune garçon qui sort d'école de dire tiens, je vais pousser la porte de GRDF? Est-ce qu'il y a une marque employeur? Est-ce qu'on se dit tiens, GRDF, j'irai bien? Alors oui, comment on fait? On a une marque employeur, on a décliné une identité employeur assez forte chez GRDF, alors autour d'un slogan qui est « Soyez le changement que vous voulez vivre ». Alors effectivement, le secteur de l'énergie n'est pas forcément un secteur qu'on regarde en priorité quand on est un jeune étudiant ou qu'on se projette dans son avenir professionnel. Toujours est-il que chez GRDF, on arrive quand même à attirer des jeunes parce qu'on a cette identité employeur très forte et qui va nous permettre aussi de proposer ensuite à des jeunes qui vont rentrer, notamment dans les métiers techniques, d'avoir un parcours professionnel qui va leur permettre d'évoluer. Ils vont être accompagnés par de la formation et par une politique très volontariste en termes de mobilité, qu'elle soit géographique, puisque nous sommes sur l'ensemble du territoire, ou dans la diversité de nos métiers qu'on propose. Entreprise publique, il y a très longtemps, EDF, GDF et tout ça, évidemment. Une entreprise mission de service public. Qui est aujourd'hui une mission de service public, qui peut donner aussi envie d'une forme de stabilité dans un monde où tout est incertain. C'est vrai que GRDF donne le sentiment comme ça d'une entreprise installée par son histoire aussi. Alors, c'est exactement le cas. On est une entreprise, effectivement, avec une mission de service public, une entreprise historique de distribution de gaz, mais on est aussi une entreprise d'avenir. Alors, on s'est doté d'une raison d'être il y a très peu de temps. Notre raison d'être, c'est offrir au plus grand nombre une énergie sûre, abordable, en lien... Abordable, donc. Abordable, très en bien. lien... C'est pas ce qu'on entend en ce moment, quand en même. lien avec l'environnement et surtout au cœur des territoires, parce que, comme je le disais, on a un réseau qui est implanté au cœur de la vie des territoires et ça, c'est très important pour nous. Et puis, un travail aussi de sécurisation des réseaux. J'imagine que vous avez besoin de techniciens. Vous travaillez qu'avec des gens de GRDF ou vous avez aussi des sous-traitants? Alors, le métier de technicien gaz est un métier qui est complètement internalisé. Les petites voitures bleues. Voilà, blanches, plutôt blanches maintenant. Elles sont blanches. Voilà, elles sont blanches. Donc effectivement, on a le cœur de métier qui est le métier de technicien qui va intervenir donc sur le réseau pour exploiter le réseau, pour maintenir ce réseau en bon état de fonctionnement, pour pouvoir alimenter l'ensemble des clients qui consomment du gaz naturel. Déjà des premiers éléments de clients qui vous disent je vais plutôt passer au bois parce que finalement le gaz c'est des réseaux, je pense à Paris où c'est un réseau de gaz qui passe dans... On ne ferme pas le gaz en fait, ça arrive en permanence, on est d'accord? Alors on a quand même un système effectivement de sécurité avec des robinets, donc on fait des interventions sur les réseaux. On a un portefeuille de clients qui est stable depuis de nombreuses années, on est autour de 11 millions de clients. Donc voilà, donc on continue et je pense qu'on est aussi attractif parce que on est résolument tourné vers l'avenir. On a un projet d'entreprise qui souhaite accompagner l'essor des gaz verts et accélérer les gaz verts dans notre réseau. On parlait de la méthanisation tout à l'heure. Exactement. Et ça, c'est un enjeu majeur. Et je pense qu'on est aussi attractif pour une génération de jeunes qui veut s'inscrire durablement dans la transition écologique, dans la transition énergétique, au sein d'une activité et d'une mission de service public. C'est la question que je voulais vous poser parce que évidemment ça n'aura échappé personne qu'on est dans une situation de crise et de guerre en Ukraine. C'est vrai que c'est intéressant de réfléchir l'activité gaz sur les réseaux de méthanisation. Vous en êtes où sur ces sujets-là? Est-ce qu'il y a des salariés qui viennent vous dire mais moi je veux bien m'engager chez vous, je veux bien venir en alternance, mais voilà, c'est quoi le volet écolo de votre boîte? Parce qu'il y a aussi ça, c'est cette nouvelle génération là qui arrive. Tout à fait. L'empreinte aujourd'hui de GRDF dans cette transition écologique et énergétique, c'est effectivement d'accélérer ces gaz verts. Aujourd'hui, on a plus de 300 sites de méthanisation qui injectent directement dans le réseau de GRDF. Donc ça représente environ un peu moins de 7 TWh. Donc ça commence à peser. Ça commence à peser, exactement. On a plus de 1000 projets, 1200 projets qui sont en file d'attente. Donc, il y a un vrai engouement, effectivement, pour le gaz vert. Et on sait que c'est un facteur d'attractivité pour l'ensemble de nos métiers. Et puis, il faut le dire, pour ces 11 millions de clients, c'est aussi notre indépendance, notre souveraineté énergétique qui commence à s'enclencher doucement par la situation actuelle. Je pense que c'est une réflexion qu'ont aussi les collaborateurs de l'entreprise. Bien sûr. Et comme vous le dites, c'est, je pense, aujourd'hui encore
plus qu'hier et peut-être que demain, très important de pouvoir montrer que nous sommes pleinement engagés dans cette transition écologique, dans cette transition énergétique, et qu'on a un scénario de 100% de gaz vert dans les réseaux d'ici à 2050 qui est atteignable. Ça, c'est très important de l'entendre. Encore une fois, je le redis, dans un contexte où on ne parle que de crise énergétique, qu'une entreprise dise on est en train de se mettre en ligne pour aller chercher l'énergie des réseaux agricoles et de la méthanisation. Un dernier mot, vous en êtes où? Parce que vous êtes quand même en charge de ces questions de manière très concrète. Vous nous annonciez 500, vous avez déjà commencé à recruter ou pas? Ou vous démarrez la campagne? Alors, la campagne a démarré... Vous allez me dire c'est fini, il n'y a plus que 10 postes. Non. On démarre tout juste cette campagne. Alors, on a ces 500 postes en alternance, comme je le disais. Là, il faut aller sur le site, j'imagine, pour avoir la carte, parce que moi, je viens de Périgueux, je viens de Limoges. C'est très simple. Site grdf.fr, dans la page d'accueil, vous avez 2 onglets. Je postule en alternance ou je suis intéressé par un métier de GRDF. On a effectivement les 500 postes en alternance, mais GRDF est aussi une entreprise qui recrute régulièrement. Oui, au fil de l'eau, tout le temps. Au fil de l'eau, et on recrute aussi environ 500 collaborateurs par an pour exercer l'ensemble des métiers que je vous ai décrits. Là, vous accélérez sur l'alternance, d'abord parce que l'alternance, ça cartonne. Un dernier mot sur le choix de l'alternance. Qu'est-ce que ça fabrique comme collaborateurs? On nous dit que ça fait des collaborateurs maison qui ont déjà les peintures de guerre de l'entreprise et qui connaissent la boîte aussi. C'est ça qui est intéressant. Alors, nous on a des valeurs fortes à GRDF, bien évidemment. Donc on recherche forcément des alternants qui veulent s'engager par rapport à ces valeurs, à cette raison d'être dont je parlais tout à l'heure. Ça nous permet de former des collaborateurs à nos métiers, qui sont des métiers, pour la plupart, qui sont des métiers techniques, mais pas que. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que... on a une politique très volontariste de féminisation de nos métiers techniques. Donc le métier de gazier, c'est aussi le métier gazière. On dit rarement gazière. Et donc je profite de votre invitation pour spécifier que GRDF, c'est une entreprise aussi féminine. Vous avez des jeunes filles qui disent on a des je porte le casque, je prends la petite voiture blanche. Exactement, on a des jeunes femmes qui le font, qui sont techniciennes. On cherche évidemment à accélérer aussi ce mouvement parce qu'à GRDF, on a la conviction que la diversité, c'est aussi une façon de faire progresser l'entreprise dans toutes ses composantes. Et donc voilà, je m'adresse aussi un peu spécifiquement aux jeunes filles aujourd'hui, de leur dire le métier de gazier, c'est aussi un métier de gazière. Carole Bonnet, avant de nous quitter, si vous vous adressez spécifiquement à ces jeunes filles, c'est que j'ai le sentiment que c'est un peu compliqué peut-être de les recruter dans ces secteurs. Parce que naturellement, les jeunes filles ne disent pas tiens, je vais aller fermer le robinet de gaz. C'est vrai qu'intuitivement, quand on est une jeune fille, on ne pense pas forcément qu'on peut avoir... avec tout le respect que je dois aux gaziers. Dans un monde, effectivement, qu'on a plutôt coutume de transcrire comme un monde très masculin. Mais en tout cas, nous, c'est une volonté et on fait tout pour accroître la part des femmes et notamment la part des femmes dans les métiers techniques. Le message est passé. Jeune dame, jeune fille qui est en études, n'hésitez pas, GRDF vous ouvre grand ses bras et pas uniquement dans le service des ressources humaines ou dans les services du tertiaire où c'est vrai que les jeunes femmes peuvent aller. Il y a aussi de la place dans les métiers techniques. Merci Carole Bonnet d'être venue nous rendre visite dans ce contexte si particulier. Directrice adjointe des ressources humaines et transformations chez GRDF, 500 postes en alternance, sans compter évidemment dans l'onglet tous les autres postes, puisque GRDF est une belle entreprise qui fournit à 11 millions de clients la possibilité de se chauffer, notamment. Et de cuisiner. Voilà, miam miam. Merci à vous, merci à toute l'équipe de m'avoir accompagné dans cette émission. Merci à Kenny Dellenbach, dont j'ai trop souvent écorché le nom, à la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Fanny Griesmer, évidemment. Et merci à Carla pour l'accueil invité. Je serai là demain. D'ici là, restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Il y a du choix. Bye bye. À demain.